C'est bon. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de prendre place, s'il vous plaît. Il est 17h30. Je vais tout d'abord vous présenter les membres du conseil qui siègent à mes côtés. Comme vous le savez, le conseil d'agglomération de Montréal a renommé des membres au conseil et nommé de nouveaux membres au conseil d'administration de la STM. Et donc, je vais vous présenter les membres du conseil, mais les deux nouveaux membres qui se joignent à nous. Madame Elsie Lefebvre, qui est vice-présidente du conseil de la Ville de Montréal et vice-présidente de la Commission des transports, conseillère de la Ville du district de Villeray et membre du Parti Vision Montréal, et M. Richard Bergeron, qui est chef du Parti Projet Montréal et conseiller de Ville du district Jeanne-Mance dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Donc, je les salue très sincèrement. Tous les membres du conseil que j'ai rencontrés avant la journée de travail ont réitéré leur engagement à faire en sorte que le conseil et la haute direction travaillent à l'amélioration du service à la clientèle, faire en sorte qu'on trouve des nouvelles sources de financement dédiées, indexées et récurrents, que nous trouvions également des façons de financer l'entretien de nos systèmes, de nos équipements et que nous trouvions de l'argent pour développer de nouveaux systèmes, tout cela pour mieux desservir la population montréalaise, métropolitaine et notre clientèle. Les autres membres du conseil, en commençant par rapport à moi, à votre gauche, donc Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté, M. Bergeron que j'ai déjà présenté, M. Édouard Janisewski est absent ce soir, il est à l'extérieur du pays, M. Francesco Miele qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent, Mme Monica Ricourt qui est conseillère municipal dans l'arrondissement de Montréal-Nord, M. Carl Desrosiers, qui dirige le directeur général de la société, M. Marvin Rotran, qui est vice-président du conseil et conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle jeunesse. Je l'ai déjà indiqué, la STM, de par sa loi, a un siège réservé donc à une représentante du transport adapté, un représentant ou une représentante de la clientèle. Et c'est particulier au Québec. Nous avons un siège qui est réservé pour représenter la clientèle jeunesse et Mme Claudia Lacroix-Perron occupe ces fonctions. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller d'arrondissement, conseiller municipal dans l'arrondissement de la Chine, Mme Elsie Lefebvre, que je vous présentais précédemment, Maître Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et directrice des affaires exécutives, et Mme Danielle Porret, qui est assistante au secrétariat. Je rappelle aux membres du conseil et aux gens dans la salle que nous sommes en web diffusion, ce qui veut dire que les gens qui ne peuvent pas se déplacer peuvent prendre connaissance des délibérations et des discussions et des questions qui sont posées. Lorsque vous allez au micro, je vous réinforme que vous êtes filmé et en web diffusion. J'ai pris l'habitude, en début de conseil, de vous donner un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé entre deux conseils. Là, il y a une longue période de temps qui s'est passée, puisque ça date d'avant Noël, c'est le premier conseil de l'année 2013. Donc, je vais vous donner quelques nouvelles. La première concerne, et si vous êtes client et cliente du transport collectif du métro, vous le savez, deux pannes que nous avons eues cette semaine. Il y a eu tout d'abord un arrêt ce matin sur la ligne orange entre la station Lionel-Groulx et Berry-UQAM qui a duré 36 minutes. C'est causé par une panne de matériel roulant. Matériel roulant, c'est les voitures de métro, dans ce cas-ci les voitures de 73. Donc, c'était relié à la traction du train. Nous avons envoyé les équipes, nous avons déplacé la rame et continué le service. Et nous avons eu une autre panne, celle-là plus longue, assez exceptionnelle, reliée donc à un câblage électrique. Nous avons une trentaine de milliers de câbles électriques. La réparation n'était pas difficile, c'était de trouver de quoi il s'agissait. Une fois que ça a été fait, donc nous avons remis le service en place. Quand ça arrive, nous communiquons avec notre clientèle. Nous essayons de le faire le mieux possible en tenant compte des médias actuels, à la fois
les médias classiques électroniques et écrits et les nouveaux médias d'information qu'on appelle Twitter, Facebook et autres, SMS et courriels. Il y a eu dans nos équipes, on est en train de travailler là-dessus à donner une information plus précise, plus pertinente. Et dans ce cas-ci, on a présenté nos excuses parce que ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devrait s'attendre en termes de communication auprès de la clientèle. Cela étant dit, il y aura toujours des difficultés entre la panne, la durée de la panne, quand est-ce qu'on reprend le service. Il n'y a pas la communication a beau être instantanée, on n'arrivera jamais à l'instantanéité dans cette information-là. Pourquoi il y a des arrêts de service dans le métro? J'ai profité de chaque occasion publique depuis 2009 pour dire clairement que la STM n'a pas l'argent qu'elle aurait besoin pour maintenir notre réseau, réparer notre réseau comme il se faudrait. Nous avons un déficit d'entretien. Les sommes que nous avons ne sont pas négligeables. C'est près de 100 millions par année. Mais il y avait un déficit d'entretien. Nous avons 68 stations, 71 km de tunnels, des escaliers mobiles, des puits de ventilation, des systèmes électriques. Nous avons des voitures parmi les plus vieilles au monde. Les nouvelles s'en viennent. Bonne nouvelle, là, Bombardier Alstom travaille et vous allez commencer à les voir rouler en 2013 en mode essai et en 2014 en mode clientèle. Mais il y a toujours un manque à gagner pour ramener le métro de Montréal à un niveau correct. Ça, c'est une chose. Donc, c'est notre responsabilité de convaincre les gouvernements de mettre plus d'argent parce que ce n'est pas avec la billetterie de la clientèle et les taxes municipales qu'on va être capable de faire ça. L'autre élément, c'est des arrêts de service qui sont dus, et ce n'est pas les cas de ceux-là, qui sont dus à un certain nombre de comportements de la clientèle, des objets échappés sur les voies, les freins d'urgence qui sont tirés de façon inappropriée. Fait qu'on a pris une série de mesures, je vous les résume très rapidement. Maintenant, il y a un timbre sonore qui se fait entendre lors de la fermeture des portes pour que les gens dégagent les portes. Nous avons installé, nous allons continuer dans toutes les stations à poser des tuiles sur le quai jaune podotactile pour indiquer à la clientèle de se tenir en retrait des voies parce qu'on a des téléphones cellulaires qu'on échappe, on a des parapluies qu'on échappe, on a des ordinateurs qu'on échappe et on a indiqué qu'on arrêterait, on va arrêter de les ramasser puis d'arrêter le métro. Il y a du fléchage qui a été mis sur les quais pour dire aux gens où se placer pour que les gens sortent et quittent. Il y a une campagne de sensibilisation média dans le métro et dans les bus sur le comportement adopté. Nous avons une nouvelle équipe de soutien sur les quais pour gérer le public et ce soir, nous allons voter pour des boîtiers qui vont faire en sorte que les freins de secours vont toujours pouvoir être utilisés, mais moins de façon inappropriée. Une fois ça dit, je le répète, les 2 pannes de cette semaine étaient causées à des problèmes électriques et de voitures. C'est notre responsabilité de les réparer, c'est notre responsabilité de convaincre les gouvernements de mettre l'argent et la clientèle n'est pas à blâmer pour ça et je réitère les excuses de la société quant aux communications publiques qui ont été faites avec la clientèle. On va travailler très fort à intégrer ces éléments-là. Deuxième élément à la suite, on a créé un titre qui s'appelle Maestro pour la carte Opus. Tous ceux et celles qui vont, après 12 mois, avoir payé 12 titres sur une année complète, peuvent devenir membres Maestro, peuvent avoir une carte avec photographie, donc s'ils la perdent, elle va pouvoir leur être remise avec les titres. Et cette carte-là va donner un statut supplémentaire. Vous pouvez maintenant voyager dans le réseau de transport de la capitale à Québec gratuitement et vice-versa. Et l'autre chose qu'on a annoncé, c'est que vous pouvez, si vous êtes maestro ou membre maestro, amener un ami, une amie, les soirs et week-ends tout au cours de l'année pour leur faire découvrir le transport collectif. Et au cours de l'année, nous allons annoncer de nouvelles primes ou bonus ou qualités à ce service ou ce programme Maestro. L'autre chose, la STM s'implique que nos employés contribuent pour plus d'1 million de dollars par année à des œuvres caritatives que sont Centraide, la Croix-Rouge et autres. Et le directeur général a décidé de s'associer à une cause, tout particulièrement avec la Société de développement social de Ville-Marie, qui a annoncé en décembre la création d'un premier pôle de services en itinérance à la mission Saint-Michael, qui est situé à proximité de la Place des Arts. Je vous parle de ça
parce que comme client de la STM, vous le voyez, surtout l'hiver, il y a des gens, des itinérants qui sont en plus grand nombre. Il fait froid. Donc, on doit, nous, comme société de transport public, arbitrer entre une tolérance certaine à cause des conditions climatiques. On a des itinérants qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a que ce n'est pas du tout ça. C'est la vie qui les a menés là, malheureusement. Donc, cette mission-là va les voir et essaie donc de les convaincre d'avoir de l'appui, du soutien. Donc, c'est un travail que je salue et je tiens à saluer l'implication du directeur général dans ce projet-là. La station place des arts dans un tout autre registre parce qu'il y a d'autres cours de danse qui s'en viennent. Donc, vous savez, on est très impliqués avec la communauté artistique, sportive, culturelle, de divertissement à Montréal. On a des partenariats avec une centaine de partenaires. Mais cette année, Métro Art a décidé d'aller plus loin. On offre des cours de danse. Moi, je suis allé à celui de flamenco sévillien. Pas que j'ai de talent, mais je ne vous jouerai pas de castagnette. Mais donc, c'est très intéressant. Il y a une centaine de personnes. Ça dure 1 heure. C'est gratuit et ça rend vivant le métro. Et je termine avec quelque chose qui est quand même très important. La STM a transporté, le 18 décembre dernier, elle transportait son 3 millionième déplacement en transport adapté. C'est une progression de notre clientèle au transport adapté de 53 % depuis 2006 et de 55 % quant au déplacement. Et vous savez, hein, c'est porte à porte. C'est fait par nos équipes et par les chauffeurs de taxi. C'est un service qui est grandement apprécié par notre clientèle avec un taux de satisfaction important. Et conséquemment, on voulait souligner ça parce que 3 millions, ce n'est pas rien. Et on voulait remercier, dans le fond, toute l'équipe qui travaille au transport adapté et notre clientèle qui nous fait connaître son appréciation et les améliorations qu'on pouvait faire. Cela étant dit, nous avons appris avant la période des fêtes que le gouvernement du Québec était pour reconduire donc sa contribution, mais qu'elle ne serait pas majorée en fonction de la croissance de l'achalandage. Donc, on a discuté au Conseil aujourd'hui de cette question-là. C'est un manque à gagner pour la STM de 3 millions de dollars. La direction générale nous a indiqué que pour cette année, c'est-à-dire 2013, il n'y aurait pas de diminution de service et que la clientèle qui est dans le réseau de transport adapté va être desservie, mais à moyen terme et long terme, ce n'est pas soutenable. On ne peut pas avoir une progression et avec le gouvernement du Québec, avec des contributions plafonnées, donc ça nous inquiète. Pour nous, c'est un 3 millions de dollars que nous allons devoir... Enfin, c'est un travail que le Conseil va faire avec la direction, comment nous allons absorber ça. Nous avions déjà un manque à gagner d'une vingtaine de millions. Ceci met fin donc au petit point que je fais toujours en début de Conseil. Avant de passer à l'ordre du jour de cette séance régulière, nous avons donc une période de questions du public. Nous avons présentement 10 intervenantes. Donc, j'accueille les questions et j'invite parfois d'autres membres du Conseil à y répondre. Donc, vous posez une première question, ça peut être un commentaire, et je vous invite à poser par la suite une question complémentaire ou d'éclaircissement. Si vous avez des documents à remettre, des pétitions, tout ça, c'est le secrétariat général qui accueille les documents. Ce n'est pas moi. Et donc, je vais inviter M. Farouk Quidmir, qui est chauffeur au transport adapté et qui est, dont vous nous indiquez qu'il y a eu suspension. Vous êtes déjà venu au Conseil, il me semble, et nous avons discuté de ça aujourd'hui également. Bonsoir, oui. Messieurs, dames. Je suis venu vous voir au mois de décembre, à la dernière session du conseil d'administration de la STM. Et vous-même, Monsieur le Président du conseil d'administration, m'avez donné des assurances que je serai contacté. Je suis suspendu depuis le 26 octobre 2012 pour des plaintes infondées et non justifiées. Depuis ce jour-là, j'ai tenté à plusieurs reprises de contacter les gens responsables du transport adapté pour expliquer ma situation. Ils ne veulent rien savoir. C'est pour cette raison que je me suis adressé à votre instance au mois de décembre passé.
Et depuis ce jour-là, vous m'avez dit que quelqu'un me contacterait. Personne ne m'a contacté. Je suis père de famille, j'ai 57 ans, j'ai un permis de transport adapté restreint. Je fais ça depuis 14 ans. J'ai toujours été félicité par mes clients. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est que cette injustice soit réparée. C'est tout ce que je demande, monsieur. Et il y a des gens ici qui utilisent le transport adapté, qui me connaissent depuis assez longtemps, et qui peuvent se porter garant de ma conduite. Et ce que je constate ici, ce que je suis en train de constater, c'est que c'est l'indifférence totale. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas syndiqué? Est-ce que je ne fais partie d'aucune force? Est-ce que parce que je suis un sans-grade? Je voudrais une réponse ce soir, monsieur. Et c'est la dernière fois que je m'adresserai à votre instance. Bon. La dernière fois que vous êtes venu au Conseil, en date du 5 décembre, oui, monsieur, vous avez fait... Je vais donc vous répondre. Le 5 décembre, vous nous avez fait part de ces éléments-là. Il y a eu par le secrétariat général et par la direction concernée au transport adapté, la direction générale, ce qu'on appelle un rapport ou une explication qui a été donnée aux membres du Conseil. Le Conseil, comme je vous l'avais expliqué, ce n'est pas un tribunal d'appel. Ce n'est pas le rôle des administrateurs. Ce qu'on nous a indiqué, c'est que votre fournisseur là, responsable et que vous êtes un chauffeur et qui a eu suspension par cette entreprise là, que je ne nommerai pas ici. Nous avons pris connaissance de ça aujourd'hui et les sanctions, si vous pouvez les appeler ainsi, sont maintenues. Là. Ils ont affaire avec nos services et les éléments qui nous ont été donnés sont tout à fait conformes aux politiques existantes et aux contrats qui nous lient aux fournisseurs de services. Mais attendez, je crois qu'il y a erreur. J'ai été suspendu par la STM, je n'ai pas été suspendu par mon partenaire de service, là. Par mon fournisseur de service, là. Enfin, pour nous, il est très clair. Parce que c'est eux, parce que moi j'ai un permis restreint et c'est la STM qui a bloqué mon nom à son niveau, là. Oui. Et je n'ai rien pu faire depuis, là. OK. Monsieur, c'est qu'il y a un élément qui est très clair également. Je demanderai à monsieur, c'est que comme ce n'est pas un tribunal d'appel, ce travail-là se fait avec nos équipes. Et donc, c'est une décision que nos équipes ont prise et qui est tout à fait pertinente. Est-ce que cela veut dire, d'après vous, que je vais rester suspendu indéfiniment, monsieur? C'est ça votre réponse? Non, ma réponse, ce n'est pas celle-là. Ma réponse, c'est que vous êtes l'objet présentement d'une suspension. Donc, les données nous ont été fournies. Donc, personne ne veut me recevoir, ne me contacter pour lui parler de ma sanction, là? Je vais demander à M. Desrosiers, là, et ce que je veux éviter là, ici, là, je vous indique tout de suite, et la direction et vous, là, nous ne plaidons pas au conseil d'administration ces causes-là. Les rapports nous sont faits. On va avoir un complément d'information. Oui? Moi, je vous invite, parce que je rentérine ce que le président dit. On n'est pas un tribunal d'appel, on est loin de ce qui s'est passé. Mais je vous invite, après la rencontre, de rencontrer M. Gagnon qui va vous expliquer en détail ce qu'il y en est. Mais pour nous, le rapport, il est très clair. Les mesures qui ont été prises... Est-ce que M. Gagnon veut me recevoir? Il est là. Je vais vous recevoir, monsieur. Et je vais réexpliquer effectivement que vous avez un lien d'affaires avec votre fournisseur, puis on va réexpliquer ça. OK, c'est parfait. Ça vous va? Je vous remercie. Merci, M. Quidmire. Je vais inviter Mme Gaëtane Grenier, qui a une question à poser au sujet du centre d'appel. Moi, je sais que le conseil d'administration, bonsoir. Bonsoir, madame. Je sais que le conseil d'administration est toujours content d'avoir des nouvelles du transport adapté parce que c'est votre bébé. C'est vrai, c'est votre bébé, hein? C'est pas moi parce que c'est né avant que j'y sois. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps, mais je pense, oui, c'est un travail à la STM. Marie Turcotte a milité longtemps, qui est au conseil pour ça. Oui, allez-y, madame, pour votre... Je désire vous informer que pour rejoindre, comprenez-vous, je désire vous informer que pour rejoindre le centre d'appel afin d'obtenir un transport pour un rendez-vous médical, nous rencontrons le problème de ne pas pouvoir rejoindre le centre d'appel. Je vous fais un portrait des appels au centre d'appel. Cette photo fidèle est fidèle de ce que nous vivons. Je vous ai tout fait un portrait de ça. OK. Et donc, vous voulez le remettre au secrétariat?
Est-ce que quelqu'un peut vous le donner? Oui, quelqu'un va venir le chercher, madame. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez fait des appels et vous avez donc noté les moments d'appel et les Oui. délais entre Oui. la réponse ou tout Exact, ça. c'est exact. OK. Allez-y, Ça continuez. dit Puis, toujours, M. nous Rotran. recevons trop d'appels, veuillez rappeler plus tard. Nous recevons trop d'appels, veuillez rappeler plus tard. Je sais que c'est un problème difficile à régler, mais ça doit être réglable. Avec les sous, vous recevez tout le monde. Oui. Oui, hein? Merci. OK. Oui, monsieur Bonsoir. Rotran. Madame, toujours un plaisir de vous voir. Je sais que vous êtes une personne qui est dévouée à la STM. Vous êtes ici parfois pour nous donner des fleurs. Et quand Ça vous fait faites- 18 ans, monsieur. Et quand vous donnez des commentaires qui semblent indiquer un problème, je le prends comme sérieux. J'aimerais vous informer que le centre d'appel a accueilli 45 002 appels dans le mois de décembre 2012, qui est ni au moins normal, mais je constate dans les chiffres que peut-être vous avez raison. C'est tant que le temps d'attente est augmenté. D'habitude, les gens attendent 2-3 minutes au max. Dans le mois de décembre, le temps moyen était 4 minutes. Donc, je vais moi-même travailler avec les gens de transport adapté pour voir est-ce qu'il y était un problème dans le système. Les commentaires qu'on avait depuis un très, très longtemps, une grande amélioration au centre d'appel et le taux de satisfaction est assez élevé. Mais ça me semble qu'effectivement, quelque chose est arrivé en décembre. Ce n'est pas mauvais, la moyenne, mais c'est pas assez bonne que c'était les mois avant. Donc, on va prendre ça comme une chose à enquêter. Merci beaucoup. Merci, madame. Comme vous le savez, M. Rotran, le Conseil a un rapport des activités du transport adapté du centre d'appel à chaque réunion du Conseil et ça nous permet de voir si nous sommes à l'intérieur des délais habituels. Je vais inviter M. Maxime Denoncourt pour l'accès des vélos dans le métro. C'est un dossier que je connais pas mal, mon cher monsieur. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, ma question se porte... on a vu plusieurs reportages à Radio-Canada et beaucoup dans les médias cette année, on parle de vélos d'hiver. On parle aussi du fait que l'île de Montréal, sur le côté Rive-Sud, est isolée l'hiver à partir du moment que le pont Jacques-Cartier ferme sa piste cyclable en raison de contraintes d'entretien. Je me demandais s'il serait possible que la STM fasse sa part, ne serait-ce que pendant les périodes de fermeture de la piste cyclable, les vélos seulement sur la ligne jaune pour permettre un minimum d'accès pour traverser le fleuve aux gens à vélo. Je me disais que ça pourrait être une place pour commencer. Je comprends qu'il y a des contraintes d'heures de pointe, mais en même temps, je me dis, je pense pas qu'on parle de plein wagon de gens à vélo, mais on parle de permettre une possibilité. Est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé un courriel? Non. OK, bon. Parce que j'ai reçu des courriels d'amis cyclistes de la Rive-Sud. Ah, OK. Et j'ai tout de suite fait une demande à cet effet. C'est-à-dire, c'est pas les membres du conseil, on ne donne pas d'ordre, on pose une question. Donc, j'ai posé la question. Bien évidemment, nous sommes en manque de voitures, donc la ligne jaune présentement est à 6 voitures au lieu de 6 voitures au lieu de 9. Donc, c'est 2 éléments de 3 voitures qui font la navette entre l'île Sainte-Hélène et Juste pour Guéry. que je comprenne, c'est récent, ce... Oui, c'est assez récent. OK, parce que quand je la prenais, on était à 9 wagons, Oui, c'est pour assez ça. récent. L'enjeu qu'on a, c'est qu'on manque de voitures actuellement et on a l'intention d'ouvrir plus au vélo. Le facteur déterminant, c'est qu'on manque de place actuellement. L'achalandage du métro a monté de 25 depuis quelques années et on n'a pas une voiture de plus. Ce qui fait qu'on est particulièrement contraint. Il est certain que l'arrivée des nouvelles voitures vont nous permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. OK. On suit toujours ça, mais actuellement, on a vraiment un enjeu où on a la difficulté à entrer les gens dans les wagons. Et ça, c'est une chose. La deuxième affaire, c'est de donner seulement une ligne. Il est très difficile pour nous de contrôler les gens qui vont aller ailleurs. Ce n'est pas simple. Ceci étant dit, c'est des choses qu'on étudie constamment. Cette année, on a été un peu plus flexible sur les vélos durant les événements. On s'est rendu compte qu'on était peut-être un peu trop restrictif. Actuellement, on prépare des documents pour voir comment on pourrait, à court, moyen et long terme, favoriser une meilleure cohabitation, mais il reste qu'on a des contraintes. Parce que, dans le fond, la question, elle était très simple, je la comprenais. Les trottoirs du pont Jacques-Cartier sont fermés l'hiver et les pendulaires qui l'utilisent se rendent à la station, voudraient traverser le fleuve puis continuer à Montréal. Fait que là, on est en train de regarder
sur cette section-là. Ben, c'était dans ce sens-là qu'on n'aurait même pas besoin de permettre sur les autres lignes et je me dis que la STM a peut-être assez de personnel d'inspecteurs, de sécurité, de contrôle pour émettre le ticket en conséquence à quelqu'un qui n'est pas à la bonne place au bon moment. OK. Fait que donc, la question que vous posez, elle a été posée aux équipes. OK. Je ne pense pas que dans l'année qui vient, là, compte tenu du nombre de voitures, on envisage ça. Mais avec l'arrivée des voitures, des 468 voitures MPM10 Azur, qui sont intercirculaires également, ça va être regardé. Est-ce que ça va être regardé au point de peut-être agrandir les heures d'opération avec les nouvelles voitures, vu qu'on va avoir plus de place? Oui, En M. fait, Desrosiers. Tout va être regardé. OK. Des goulottes dans le métro pour les vélos, c'était impensable il y a 10 ans. On l'a fait. On l'a essayé, on a bien fait ça. Notre intention, c'est d'être plus flexible. Les gens du vélo, c'est nos amis. C'est des gens qui utilisent beaucoup de transports en commun. Il est clair qu'il faut faire, lorsqu'on ouvre la porte à de nouvelles choses, il faut être en mesure de bien le gérer. Et ce qu'on va faire. Actuellement, ce qu'on se fait, c'est une vision à court, moyen, long terme, comment on pourrait tendre vers une meilleure cohabitation. C'est des choses qu'on regarde. Mais la pointe, là, sur la orange, là, la pointe, là, c'est plein. Non, ça... C'est ce que j'ai compris. C'est bien? Merci beaucoup, M. Denoncourt. Je vais inviter Mme Christelle Dupuis, qui a une question sur la vente des titres de transport. Bonjour. Donc, oui, la vente des titres, en fait, je m'appelle Christelle Dupuis. Je suis agente de concertation au regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal. Donc, c'est au nom de mon regroupement que je viens vous voir aujourd'hui. En fait, la vente des titres de transport, depuis janvier 2013, l'occasionnel est vendu dans les agences. Donc, c'est une excellente chose parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui peuvent se procurer des titres beaucoup plus facilement. Sauf que pour les populations que nous, on défend au RUTA, ça n'a pas d'impact positif. C'est un titre qu'ils ne peuvent pas se procurer, mais au-delà de ça, ils sont limités dans les titres qu'ils peuvent acheter et c'est pas facile pour eux de se les procurer tout le temps. Les titres, en fait, un passage et deux passages ne sont pas vendus dans les agences et ça serait vraiment, pour ces personnes-là, un plus. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que je viens demander, c'est que ces titres-là, un passage et deux passages, soient vendus dans les agences. Ça va être plus facile pour les personnes qui prennent le transport adapté. Et si c'est possible aussi, on sait que quand les gens vont acheter leur titre au changeur de métro, ils peuvent acheter jusqu'à 3 mois consécutifs. On aimerait aussi que ce soit implanté dans les agences. Comme ça, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, qui vont se procurer un titre dans les agences, s'ils peuvent acheter 3 mois, bien, ils pourront en fait y aller que 4 fois dans l'année au lieu de 12 fois, puis ça va être beaucoup plus facile pour ces personnes-là. OK. Voilà. Je vous remercie pour votre question. Ce que je comprends de nos équipes là, par rapport aux titres que nous avons, l'occasionnel et les agences, la stratégie présentement, elle est beaucoup vers ce qu'on appelle la recharge à distance qui permettrait de recharger également ces titres-là. Et le 3 mois, c'est la même chose, là, donc qui permet de faire les transactions de chez soi ou du lieu où on est résidente par le biais du secrétariat. Donc, on a adopté un grand projet l'automne dernier qui était en phase pilote et qui va se déployer. Et on pense même que pour les usagers du TA, parce que vous savez, il y a une petite borne, enfin un petit lecteur dans lequel on rentre la puce, là, on est en train de regarder aux modalités de qui pourra obtenir ces bornes-là gracieusement, comme par exemple les gens du groupe Maestro s'ils ne sont pas escomptés au demi-mois, ou des secrétariats, ou des résidences ou des foyers pour personnes âgées qui pourront faire toutes les recharges nécessaires, mais à distance, sans obliger les gens de se déplacer pour l'ensemble des titres. C'est plutôt la voie qu'on a choisie, plutôt que d'amener les titres simples et doubles dans les agences. C'est bien ce que j'ai compris comme M. Desrosiers, comme scénario? C'est clair que ce qu'on veut, c'est faciliter l'achat de tous les titres pour tous. La voie électronique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ceci étant dit, pour votre demande précise, il faut savoir que les agences n'ont pas les mêmes équipements d'encodage que nous, pas les mêmes choses. Il va falloir vraiment vérifier. On accueille votre préoccupation, puis on vous reviendra avec une réponse par rapport à ça, mais déjà, je pense qu'ils ont des équipements très différents. OK. Est-ce que je peux juste Allez-y, ajouter oui. un point? En fait, la recharge à distance aussi, ça va être une excellente chose, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent le transport adapté, qui n'ont pas de carte de crédit.
qui n'ont pas nécessairement d'équipement, d'ordinateur, qui C'est n'ont vrai. pas... Tu sais, il y en a qui sont en situation de pauvreté, il y en a qui n'achètent pas des titres trop souvent, donc ça ne servirait pas à grand-chose. Il faut penser à ça aussi. Puis, Oui, vous avez tout à fait raison. C'est sûr que les gens qui sont en résidence ou il peut y avoir un débours en argent et le secrétariat va s'en occuper, mais quelqu'un qui habite chez lui ou et puis qui achète que quelques titres, c'est une difficulté, mais on va, comme M. Desrosiers le disait, regarder ça à nouveau. c'est Fait parfait. que je vous remercie pour vos 2 questions. Merci. J'ai Mme Magali Bébron. Est-ce que je prononce correctement, Madame? Non, il y a Lilia, là. J'ai Lilia. Excusez-moi, Mme Bébron. Excusez-moi. C'est Mme Gariani, dont je m'excuse. Merci les membres du conseil qui suivent ça. Oui, allez-y, Madame. Donc, en fait, d'abord un commentaire et une question principale relativement aux coupures annoncées par le ministère des Transports. Je représente également le RUTA de Montréal, donc le regroupement des usagers du transport adapté et accessible. Suite à l'annonce du gouvernement le 19 décembre du décret sur ce manque à gagner-là pour les sociétés de transport n'ayant pas pu compter sur la hausse de croissance dans les budgets accordés, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'anxiété au niveau des personnes qui ont des limitations fonctionnelles sur l'impact sur leurs services. Je pense qu'on peut apprécier aujourd'hui un nombre assez notable de personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, ça a vraiment été un souci. Avoir pu comprendre aujourd'hui que les services ne seraient pas touchés. En mon nom, au nom de notre organisme, on souhaite saluer et remercier la STM d'avoir fait ce choix-là, de pouvoir continuer à offrir un service adéquat et de qualité aux personnes qui paient leur titre de transport à la même hauteur que tous les autres usagers du réseau régulier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir fait ce choix de ne pas couper sur les services. Néanmoins, il reste un 3,2 millions à aller gagner. Est-ce que vous pouvez nous présenter certaines idées, scénarios où ces montants-là vont être puisés? Est-ce que ça va être dans d'autres projets au niveau du transport adapté? Parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent en termes de nouveautés technologiques. Donc, on serait préoccupé de savoir que ça pourrait être retardé, donc allant dans ce sens-là. OK. Parce que la présentation a été faite au conseil par le directeur général ce matin, en réunion préparatoire. Fait que je vais lui demander ce qu'il nous a indiqué à ce moment-ci. Il y a eu des correspondances qu'il a fait, sans dévoiler la teneur de la lettre mot par mot. Donc, M. Desrosiers. C'est clair que c'est un enjeu de financement. Puis on l'a adressé comme ça. La décision qu'on a prise, c'est cette année, le 7 d'augmentation de l'achalandage qu'on a eu au transport adapté, les gens sont déjà dans nos véhicules. Il n'y a pas d'intention de les enlever. On a signifié au ministère qu'on était extrêmement préoccupés. Il faut savoir qu'actuellement, on discute avec Québec l'ensemble du financement du transport en commun, incluant le transport adapté. Et ils nous ont signifié que tout ça allait faire partie de la même discussion. Il y a un débat au niveau du financement. Là où je veux vous rassurer, la récupération du 3 millions, ça s'ajoute en fait aux 20 millions qu'on a dans le réseau régulier à faire. Et nous, comme gestionnaires, on doit essayer de trouver une façon de récupérer ça. Et il n'est pas question d'adresser les projets, je pense que vous faites référence à Extra, c'est des projets qui vont nous aider à être plus efficaces. On n'ira pas dans ces projets-là couper de l'argent pour devenir moins efficace. Il est clair, nous, comme transporteurs, on veut toujours être le plus efficace possible. Ces projets-là vont nous aider à être plus efficaces et ces budgets-là ne sont pas menacés. Parfait. Okay. Juste, oui, allez-y. Question complémentaire. Au niveau de la représentation politique, parce qu'à l'heure actuelle, je crois qu'on est en train de mettre un diachylon sur un problème qui peut être vécu sur plusieurs années. L'année prochaine, d'autres coupures peuvent être prévues. En termes de représentation politique, je sais qu'au niveau du milieu associatif, on fait nos représentations auprès du ministère. Quelle est votre stratégie au niveau politique pour revendiquer justement le besoin d'avoir un nombre raisonnable et croissant de financement en raison justement de l'achalandage et de la croissance? Vous me permettrez ici de ne pas tout dévoiler. Je peux vous dire que tous les membres du conseil, y compris les 2 nouveaux membres qui se sont joints au conseil, nous avons discuté de ça ce matin, c'est-à-dire il y aura une discussion avant la mi-mars sur le financement. Vous savez, cette particularité-là du TA, ça préoccupe tous les membres. Et plus largement, vous savez que les besoins en transport collectif sont importants pour entretenir, réparer, remplacer et développer.
Les gouvernements sont sensibles, mais donc on va faire un travail de conseil d'administration. Il y a des élus autour de la table au conseil municipal qui vont faire le travail également pour faire des représentations. Donc, c'est des représentations sur la place publique, c'est des représentations par rapport auprès des ministres. Du côté associatif, vous faites vos représentations également, mais c'est réel, là. Des augmentations dans le transport adapté de 7 à 8 % par année. Vous savez, sur 10 ans, sur 8 ans, vous venez de doubler. On a un bon réseau, mais donc, il faut voir, on le voit bien, on a une inquiétude, on la partage avec vous. Et le Conseil va aborder cette question-là plus à fond. Donc, c'est quoi les grands enjeux? Quelles sont les sources nouvelles qu'on peut trouver? La billetterie, là, c'est limite. Les taxes municipales ont leurs limites. C'est ce que je disais en début, là, tout ce qui est autour d'une source dédiée indexée récurrente, c'est fondamental. Parfait. Ça vous va? Oui, je vous remercie. Oui, M. Blanchet, oui. Peut-être juste poser une question. Votre organisme, je me rappelle combien il y a de membres? Mettons, quand vous parliez tantôt là, pour les gens des passages, la complication, on parle d'un enjeu. Combien de personnes? Avez-vous un... En fait, nos membres représentent... On a une centaine de membres, mais en fait, on couvre tous les besoins. On représente l'ensemble des personnes utilisant le transport adapté, en plus de couvrir tous les besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles en transport régulier, soit toutes les questions relatives à l'accessibilité universelle. Avec le STM depuis très, très longtemps. Oui, également, et présente sur des tables de concertation et des partenariats très forts à différents degrés. Donc, voilà. Merci. On vous connaît. Merci. Est-ce que non, ça allait, Marie? Il n'y avait pas d'autres interventions? Non. Parce que des fois, comme on est en ligne, si jamais là, les membres du Conseil, vous me faites signe. Donc, Mme Bebron. Bonjour, je me présente, donc Magali, je suis cycliste et en particulier cycliste d'hiver. Et je viens m'exprimer en mon nom, mais aussi au nom de plusieurs cyclistes d'hiver qui sont regroupés sur un groupe Facebook Vélo d'hiver Montréal sur lequel on discute beaucoup. J'étais très contente de vous entendre dire que les vélos étaient les amis du transport collectif. Je pense que le cocktail transport, il faut qu'on aille de l'avant avec ça. En hiver, les problèmes qu'on connaît déjà sur les routes sont un peu plus aigus, un peu plus sensibles. J'avais 3 questions à vous poser. Vous me direz dans quelle mesure je peux abuser de votre temps. Oui, parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, oui. 2, c'est en général une question, une deuxième. Allez-y. La première question que je vais vous poser, elle est un peu à 2 volets. Ça concerne vraiment la cohabitation des vélos avec les bus sur les routes. En hiver, les routes sont plus étroites, les pistes cyclables ne sont pas forcément déneigées, puis les cyclistes sont un peu rendus à se retrouver sur la route un peu plus qu'en été. Alors qu'en été, déjà, ça peut poser problème. On a eu des retours de plusieurs membres de notre groupe de comportements dangereux de la part de chauffeurs de bus en termes de dépassement avec des distances non sécuritaires ou bien de se faire coller très, très près quand on roule sur la route par un bus en arrière. Puis on sait que ça peut être glissant. Là, si on glisse, pas certain que les bus auraient le temps de freiner. Donc, ma question a 2 volets. La première, c'est qu'est-ce que vous faites pour encourager une cohabitation sécuritaire auprès de vos chauffeurs d'autobus? Quel est le message que vous envoyez? Est-ce qu'il y a un rappel qui est fait sur la vulnérabilité des cyclistes, en particulier en hiver? Et le deuxième volet de ma question, c'était quel recours on a quand on constate un comportement dangereux comme ça? Moi, je vais demander à M. Desrosiers. Il y a une chose qui est certaine, ce qui a bien changé. Je ne veux pas avoir l'air d'un ancien combattant, mais ce qui a bien changé, c'est que les chauffeurs, maintenant, sont souvent également cyclistes. Et donc, ils ont une sensibilité qui n'était pas celle-là il y a une 20 ou une trentaine d'années. Deuxième élément, s'il y a deux clients ou 2 usagers de la route ou de la rue qui se croisent tout le temps, c'est le cycliste et l'autobus, parce qu'on se recroise à chaque intersection, puis on est obligé des fois de laguer, c'est-à-dire prendre une distance ou de dépasser. Quant à l'hiver, je pense que, et sous toute réserve, je pense que le phénomène est en croissance et je pense que nos chauffeurs sont aussi surpris que tout le monde de voir autant de cyclistes l'hiver. Je ne sais pas s'il y a une formation spécifique ou une information spécifique à cet effet-là. Moi qui roule l'hiver, je vous avoue que c'est pas simple comme cycliste, c'est pas simple comme chauffeur d'autobus. Dans ma position, je les comprends beaucoup mieux que lorsque j'étais
Seulement, cycliste, c'est un drôle de métier dur quand on a un articulé en hiver, qu'il n'y a pas de déneigement le long de la chaussée, puis que le cycliste est juste dans la voie, là, l'ornière de pneus, là. C'est pas simple. M. Desrosiers, est-ce qu'on a une formation ou des informations spécifiques? Non? La sécurité routière, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et là-dessus, nos chauffeurs sont sensibilisés, on fait des observations sur la route et on remarque que ça a un impact parce que le taux de satisfaction de la clientèle, il y a une question précise sur la conduite prudente du chauffeur et c'est en montée importante. On a quand même 4500, 4000 chauffeurs, ce qui est beaucoup. On revient souvent là-dessus. La cohabitation est adressée, particulièrement l'hiver, je ne le crois pas. Que je prends votre information avec sérieux. On va regarder ce qu'on fait à ce niveau-là. Mais la cohabitation cycliste, bus est regardée. Oui. La cohabitation bus, usager, piéton est regardée, voiture aussi. On regarde cet aspect-là. L'hiver, c'est un phénomène qui est vraiment très récent et ça vaut la peine de regarder un peu. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Quand j'en faisais il y a 30 ans quand même, pas récent, mais il y a beaucoup de monde maintenant. Quand vous voyez un comportement d'un chauffeur que vous considérez, là, de votre point de vue, inadéquat, inapproprié, inopportun, il y a des façons. Hein, vous avez l'heure, vous avez le circuit de bus avec son numéro, et vous avez le numéro du bus. Le bus est identifié avec plusieurs numéros. Avec ces 3 éléments-là, l'équipe du service bus est capable de circuit 10 ou 15 ou 45. Il était midi 12, intersection Papineau. Maintenant, tout est répertorié, l'arrêt, on sait tout ça. Et le chauffeur m'a... Donc, vous pouvez c'est une façon. Mais quelles sont les suites qui sont données à ça? Tout appel qui est fait est l'objet d'un suivi qui est amené au centre de transport. Donc, il y a, le chauffeur, là, je ne sais pas le détail, est-ce qu'il est rencontré? Est-ce qu'il y a une demande d'explication qui est faite? Mais à chaque fois qu'un client fait une remarque, un constat, un commentaire, il y a suivi qui est donné. Ça, vous pouvez être le sûr, parce que nous, au conseil d'administration, quand c'est fait ici, on a un suivi qui est fait. Donc, voie réservée pour autobus en deuxième temps. Oui, M. Bergeron? Oui, merci, M. le Président. Je vais, moi aussi, me réclamer du fait que je faisais du vélo d'hiver il y a 30 ans déjà. Et que ce soit d'hiver ou d'été, c'est extraordinaire comment ça s'est amélioré. Si vous aviez vu comment c'était dans les années 80, comment c'était difficile, comment c'était dangereux, tout particulièrement l'hiver, mais l'été aussi, là. Et moi, je suis ébahi par toutes ces améliorations des dernières années, et tout particulièrement depuis que Bixi est arrivé. J'avais de grosses craintes, moi, que l'on mette sur la rue comme ça des gens pas familiers de la conduite de vélo en milieu urbain dense. Puis au contraire, ça se passe très, très bien. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec Michel Labrec sur le sujet. J'avais des craintes, elles se sont révélées infondées. Alors bien sûr, il y a encore des améliorations à apporter. Mais moi, quand je vois le souci que les uns et les autres, les automobilistes sont des cyclistes ne sont pas toujours exemplaires. Bien sûr, tout le monde n'est pas toujours exemplaire. Mais c'est assez remarquable ce que l'on voit, nous qui avons vécu à une autre époque. Ceci dit, vous avez raison, il faut que ça continue à s'améliorer. Parce que la part modale reste quand même marginale et il suffit d'une expérience épeurante pour que quelqu'un ne remonte plus jamais sur son vélo. Vous avez raison, mais certains d'entre nous sommes en mesure de mesurer le chemin parcouru, puis il est quand même remarquable. Et donc, en deuxième, rapidement. Pouvez-vous nous confirmer si oui ou non il y aura un projet pilote permettant aux vélos d'utiliser les voies réservées pour bus? Oui. Sait-on déjà sur quel circuit? On est sur la rue Villot. 132, 136. Ouais. L'ancien numéro, c'est 132, je pense. On a changé à 30. Avec le projet pilote, c'est pour cet été. Oui. C'est pour cet été? Oui. D'accord. Donc, toutes les ententes sont prises avec l'arrondissement, les paramètres, la géométrie, les traçages. Donc, ça va être cet été. Ce sera aussi concluant que les supports sur les bus pour les vélos? Écoutez, oui, toutes les villes du monde en ont. J'imagine qu'on aura paramétré ça correctement pour que ça soit un succès. On a très hâte de voir Madame ça. Merci, Mme Bebron. Je vais inviter Mme Marie-Josée Dupuis, qui avait un commentaire, Mme Dupuis, sur la croissance des besoins. Alors, bonjour, ça va être un commentaire avec suggestion. En fait, c'est ça, Marie-Josée Dupuis de la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Oui. Je suis en compagnie aujourd'hui de Bernadette Lavallée, qui est utilisatrice du transport adapté.
Bien évidemment, moi aussi, je rebondis un peu sur les coupures qui nous font peur. Le transport adapté a connu une croissance de 7 à 8 %, c'est exceptionnel. Et puis, je dois dire qu'on a une excellente écoute de la part de la direction du TA. Et on vous remercie pour ça. Toutefois, cette croissance-là est en majorité comblée par des aînés. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais nous, ce qu'on nous a dit, c'était 85 % des nouveaux utilisateurs admis étaient donc âgés de 65 ans et plus. Je fais le lien maintenant ici avec la politique de vivre et vieillir à domicile. Donc, on prend des orientations gouvernementales vers un maintien à domicile des personnes âgées et c'est indissociable du transport. Donc, dans une vie d'une personne âgée, avoir accès au transport adapté, ça change sa vie. Je parlais de ça avec Mme Lavallée. Elle me disait que sans le transport adapté, elle mourrait. Ça la couperait de son monde extérieur. Elle ne pourrait pas se déplacer, mener une vie normale, aller à l'épicerie, aller à ses rendez-vous médicaux. Donc, c'est important. Il y en a des milliers là, de Mme Lavallée, on s'entend, et ça va aller en augmentant. Donc, vous avez parlé que vous vouliez vous pencher sur le financement éventuellement à la mi-mars. Alors, je vous invite fortement à faire appel à nous, à nos réseaux, pour vous appuyer et à marteler cet argument-là du maintien à domicile qui sont des orientations gouvernementales que l'on prend comme société et c'est indissociable du transport adapté. Alors, nous, notre regroupement, on est 86 membres. On fait beaucoup de représentations avec le comité transport du milieu associatif handicapé. Et puis, donc, c'est ça. Alors, on vous invite chaleureusement à collaborer avec nous pour faire des pressions politiques par la suite avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, mais également Transport et Aménagement du territoire. On a un urbanisme maintenant au sein du conseil d'administration, donc vous savez très bien que c'est indissociable. Merci. Merci, Mme Dupuis, et puis on retient votre invitation. J'ai invité M. Joseph Jonca au niveau, donc, de la qualité de service. M. Jonca. Bonsoir. Je vous remercie et je suis élevé à une façon de faire ça avec une carte. Fait que j'ai juste confirmé que j'ai reçu non seulement 3 messages par rapport à qu'est-ce que j'avais des questions avant, mais aussi 2 lettres de la STM, j'ai ici. Fait que c'est pas une question, mais c'est une façon de dire que dans ma vie, la STM m'améliore la qualité de vie. Comme on dit en globish, you pass. Fait que j'ai une carte, je sais pas. Only you would say that, Marvin. Okay. Merci, M. Jonca. Et j'ai aussi une question. Quand j'étais un jeune enfant, une de mes grand-mères me donnait une chose, un héros pour développer. Et je ne sais pas pourquoi. Et peut-être vous avez dans les programmes que vous n'avez pas annoncés, est-ce qu'il y a un bonhomme pour les jeunes qui peuvent savoir que aller avec le Maestro programme, c'était une chose de s'abonner avec, c'est tout? On a des mascottes qui portent les noms de Bus et Métro. D'accord. Et qui font le tour de... C'est éducal, oui. Bus et Métro, et qui font donc le tour, Bus et Métro, des fêtes, événements à travers Montréal pour rencontrer les jeunes. Mais de Michel Vaillante ou de Michel Vaillant... Il n'y a pas de caractère. On n'a pas de caractère. On a une campagne qu'on mène quand même de motivation au transport collectif, qu'on essaye d'être... je dirais la stratégie, elle est très... elle est moins de type vedettariat, je vous dirais, ou elle est vraiment de type communauté, population de gens pour lesquels, comme vous, le transport collectif est important. C'est l'approche que nous avons. D'accord, merci. Merci beaucoup. Oui, M. Rotrand, au sujet de M. Jonca, vous me permettez quand même quelques mots. Vous habitez dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Pardon? Non, je demeure à Côte-des-Neiges seulement. Et je me souviens, quand vous êtes arrivé devant le conseil d'arrondissement il y a 2-3 ans, vous
a dit que vous êtes revenu à Montréal et vous êtes frappé de la qualité de service de la STM et vous voulez donner des fleurs à la STM. Il y a beaucoup de gens qui m'approchaient après. Ce monsieur a dit quelque chose que j'aimerais dire aussi. La STM, c'est vraiment un bijou pour les Montréalaises. Et effectivement, vous avez lancé un message. On apprécierait quand les gens comme vous faites la promotion de la STM. Merci pour merci, dire ça. M. Jonca. Merci pour votre cœur. Je vais inviter M. Martin Lapelle, qui est l'avant-dernier intervenant, et qui est une question concernant le transport adapté. M. Lapelle. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. En fait, ça va plutôt être un commentaire parce que je pense que tout ce qui a été dit est fort intéressant. Je suis vraiment content d'avoir entendu ça. Le commentaire que je voudrais vous porter, je suis ici en tant que membre du RUTA et en tant que membre représentant de la Société canadienne de sclérose en plaques. Et le transport adapté est assez important pour plusieurs de nos membres comme tels, comme plusieurs d'autres personnes qui habitent sur le territoire de l'île de Montréal. Étant un utilisateur du transport adapté et du transport régulier, je préconise ni l'un ni l'autre comme tel, mais je dois dire que la qualité du service s'améliore vraiment d'année en année. Moi, j'habite sur Saint-Michel, je prends la 467 ou la 67, c'est fantastique cette ligne-là. Sérieusement, là, c'est impeccable. Quand je le dis, des fois, le monde ne me croit pas, mais venant de vous... Si vous voulez, je peux aller le dire. OK, c'est bon. Alors, c'est ce que je voulais vous dire et merci à tout le monde. OK, donc merci beaucoup. Et je vous dirai là à tous ceux qui sont déplacés pour ce sujet, cette question-là aujourd'hui, c'est vraiment la direction générale qui, tout de suite, a vu le problème, nous ont proposé quelque chose au Conseil d'aujourd'hui en disant, écoutez, pour cette année, là, il n'y a absolument pas question, compte tenu des gens que nous avons dans notre système, de couper. C'est un défi énorme à l'interne de voir sans affecter les autres services que nous allons faire. La direction va trouver des solutions. Mais déjà, la direction générale a interpellé le ministère et vos appuis différents. C'est tellement important. Cette croissance-là, elle est là et on ne pourra pas l'absorber. Là, cette année, c'est une année. On est dedans. Mais le moyen terme, là, il faut en être préoccupé. Donc, votre présence était pertinente. Merci d'être venu. Je vais inviter donc le dernier intervenant, M. Robert, qui a une question à poser donc, au sujet du métro Berry et d'un certain nombre de stations. C'est au sujet de l'itinérance. Nous en avons parlé un petit peu au début, donc vous avez un point à faire plus spécifique. Plutôt les toxicomanes qui quittent. Il y a un métro Berry, parce que je suis étudiant, et je suis aussi employé, c'est mon chemin de travail. Puis, je sais que il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de touristes qui vont dans la gare. Je vous apprends rien. OK. Je vous apprends rien, mais il y a quelques quêteux professionnels qui harcèlent le monde. Puis, les policiers de la STM n'ont aucun contrôle, ils les laissent faire. Je ne vous parle même pas des vendeurs ou des personnes qui sont intoxiquées, mais il y a quelques quêteux ça devient harcelant. En général, c'est tout le temps les mêmes. Peut-être je donnerai la description physique par rapport au service à la clientèle. Et puis moi-même, j'ai subi un taxage. J'ai voulu aider. Je connais une personne en privé qui travaille au métro P9. J'habite dans le même bloc, c'est une amie personnelle. Elle travaille à la STM, mais elle ne peut pas barrer cette personne qui m'a embarrassé. Puis, moi, je ne peux pas faire de rapport de police. J'ai pas envie qu'un drogué ait mon nom de famille. Alors, on ne peut pas l'expulser. Et on peut tolérer les itinérants, mais pas les Puis il y en a qui restent à la longue dans le métro, mais il y en a qui sont plus criminels ou il y en a qui sont dangereux pour la société. Puisque moi, j'ai aucune pitié pour les itinérants. Moi, je paye mon loyer, je paye ma page, je travaille pour ma nourriture. Eux, ils ont tout gratuit. Ça, c'est un autre sujet. Okay. Mais c'est la sécurité, surtout à Berry. Peut-être au métro McGill, il y a un vendeur noir qui vend des journaux noirs, intoxiqué, qui m'a fait, qui m'a embarrassé. Oui. Ouais. Vous pouvez faire un témoignage ici, oui. D'une situation que vous vivez, mais il y a des commentaires que j'accepte pas ici. OK. Quels commentaires? Je les répéterai pas.
Donc, vous nous faites part de situation que vous vivez au métro Berry-UQAM, qui est relié à la station Terminus, à l'université, puis au parc Émilie-Gamelin. On est très au fait des difficultés urbaines de ces stations de métro-là. Tout d'abord, dites-vous que personne n'a à accepter de taxage, de vol, de menaces, d'intimidation, que si vous craignez d'aller rapporter ça aux policiers, parce qu'il y a des policiers du service de police de la Ville de Montréal et nos inspecteurs, dites-vous que jamais, donnant votre nom, ce nom-là va être donné. Dites-vous ça, là. Il n'y a pas... Devant un juge, il aura mon nom au bout de la ligne. Non, mais ce que je vous dis, c'est que vous n'avez pas, donc, à subir de menaces. Et il y a des gens pour faire ce qu'on appelle la sécurité publique dans nos installations. Cela étant dit, c'est vrai qu'ils sont là. Et s'ils n'ont pas de comportement déplacé ou violent ou agressif, ils sont tolérés dans la mesure du possible quand le comportement est adéquat et pas... Donc, je répète, si vous venez nous faire part d'un témoignage... on oublie mon côté personnel, mais le pilotage professionnel au métro Berry, surtout, c'est vraiment la problématique que vous devez connaître depuis des années. Ça devient harcelant. Il devrait avoir porté une attention. Les policiers, les agents de la STM devraient... parce qu'ils peuvent revenir 5 minutes après. Okay. Ça devient vraiment de l'escroquerie. Fait que, M. Robert, si vous avez pris le temps ce soir de venir au conseil pour nous faire part de ça, c'est que ça vous touche. J'ai eu de la misère parce qu'il n'y a aucune indication pour venir. Ben, il y a des... OK, mais enfin, la salle... Il n'y a aucune flèche, aucune... OK. Bon. Mais cela étant dit, vous vous êtes rendu, vous avez fait part de votre témoignage, et puis si vous avez pris ce temps-là, donc on en a pris, on l'a écouté, les membres du conseil l'ont écouté. Je vais demander à M. Desrosiers de faire le suivi, s'il y a quelques mots à ajouter. Moi, ce que je vous inviterais, c'est, bon, je vais prendre les mots du président, lorsque ça touche la sécurité, ces choses-là, ça en occupe rapidement. Il y a une unité de police qui est dédiée au métro, qui est très qualifiée pour faire ça. Ils font affaire avec des unités qui sont spécialisées là-dedans. Je vous invite, à la fin de la rencontre, une de ces personnes-là est dans la salle, va venir vous parler pour discuter de la question. Ah oui, c'est qui? Le monsieur en blanc. C'est juste qui est là. C'est monsieur Alain Monsieur Alain Larivière, donc, qui a la responsabilité du service de police dans le métro de Montréal, et donc, il a une connaissance du réseau. Il est là je pense, à tous les conseils d'administration. Voilà. Donc, vous êtes venu faire part de votre témoignage, et puis vous allez pouvoir le rencontrer. Mais cela étant, on n'accepte pas ça. Et on n'accepte pas de la violence, de l'intimidation, du taxage, ça non. Puis il y a les forces policières, nos agents, pour faire le suivi là-dessus. Je vous remercie d'avoir été présent parmi nous ce soir. Merci, monsieur. Ceci met fin à la période de questions. Donc, je vais appeler les articles du Conseil. Et vous me reprendrez, Mme Tremblay, là, parce qu'au dernier Conseil, vous m'avez indiqué... Les articles de la rubrique 3 et vous les nommez, mais vous ne les renommez pas à la fin. Très bien. OK. Donc, j'appelle l'article 1 concernant, donc c'est l'adoption de l'ordre du jour. Allez-y, l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant les articles 14.3 et 14.4. Donc, l'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 5 et 17 décembre 2012. Je propose. Je les appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5. 3.1 Adjudication de contrat à Franklin Empire pour la fourniture de motoréducteurs pour les escaliers mécaniques. 3.2 Adjudication de contrat à Altel pour la fourniture de boîtiers KFS pour le métro. 3.3 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec le groupe Global pour la fourniture de chaises de bureau. 3.4 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec Tarten Équipement pour la fourniture de pièces de transmission. 3.5 Adjudication de contrat à Norgérec
pour l'installation de potences et monorails pour l'entretien sur les toits d'autobus. Je propose. J'appuie. Les articles de la rubrique 3 sont adoptés. J'indique donc que sur Internet, les gens, nos équipes accompagnent les résolutions ou les articles de photographie. Et concernant l'article 3.2, les boîtiers KFS, c'est un projet pilote. Donc, c'est les boîtiers qui vont, c'est ça? Oui. Qui vont aller sur les freins de secours. Nous en avons discuté au Conseil. Donc, ils vont diminuer l'utilisation inappropriée des freins de secours. J'appelle les articles de la rubrique 4, 4.1, 4.2 et 4.3. 4.1 Octroi d'un contrat à Giro pour le support et l'entretien du logiciel Astus. 4.2 Octroi d'un contrat à ACS pour l'entretien des équipements informatiques du système de vente et perception. 4.3 Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat avec Tutelo Innovation pour la gestion d'abonnements au programme Opus à l'année. Je propose. Je les appuie. Les articles de la rubrique 4 sont adoptés. 4.3, donc c'est tout le concept de fidélisation de la clientèle qui a décidé d'avoir donc 12 titres mensuels là, dans une année. J'appelle les articles de la rubrique 5, 5.1. Octroi d'un mandat de service professionnel à Sidley pour la gestion de la marque et pour fournir des services généraux de marketing, communication et design. Je la propose. J'appuie. C'est adopté. Il n'y a pas d'article à la rubrique 6 et 7. J'appelle les articles de la rubrique 8 concernant Renault Système. 8.1 Adjudication de contrat à Bectrol pour la fourniture de panneaux de commande et des boîtiers et instruments PVM. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. Encore là, vous avez des illustrations. C'est assez technique, mais ça fait partie, là, j'en ai parlé en début de conseil, hein, la rénovation de nos systèmes, de nos équipements. Nous avions un déficit d'entretien. C'est très important pour la fiabilité du métro de Montréal. J'appelle l'article de la rubrique 10. Approbation des termes du mémoire d'entente et adoption du règlement R02236 concernant le régime de retraite de la Société de transport de Montréal, CSN. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1, 12.2 et 12.3. 12.1 Autorisation de la radiation des mauvaises créances relatives au projet pilote campus. 12.2 Autorisation d'amender le bail pour la location de 2 espaces pour les salles de formation du projet IBUS. 12.3 Approbation du renouvellement du protocole d'entente pour l'exposition de la statue Émilie Gamelin à la station Berry-UQAM. Je les propose. Je les appuie. Donc, les articles de la rubrique 12 sont adoptés. 12.2, donc, c'est nous allons former près de 5000 employés au projet IBUS. Hein, c'est le temps réel des bus sur le réseau et à la gestion de notre parc autobus sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Et Émilie Gamelin, donc, c'est une sculpture que vous pouvez voir. C'est une sculpture qui appartient à la Ville de Montréal et nous avons une entente avec elle. Nous avions une entente de 15 ans pour l'héberger dans nos murs à la station Berry-UQAM et nous re-signons pour 15 années. Elle est juste en haut au coin de Sainte-Catherine et Berry à l'édicule. Donc, on re-signe pour 15 ans. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1 Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour effectuer une étude de client mystère. 13.2 Adoption du système de pondération pour les services spécialisés de mise en place du programme de sécurité. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles de la rubrique 13 sont adoptés. Je rappelle également que c'est une étape, hein, les grilles de pondération. Donc, nous approuvons les grilles de pondération. Le Conseil nomme ensuite les membres des comités qui vont faire la sélection suite à des appels d'offres et ils vont utiliser cet outil de travail-là pour déterminer quel est le meilleur soumissionnaire. Donc, c'est une des étapes dans le choix de soumissionnaire. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 14, 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4. 14.1 Adoption de la politique corporative encadrant les contrôles internes financiers. 14.2 Autorisation de donner 2 minibus à la Société pour les enfants handicapés du Québec.
14.3, nomination aux différents comités techniques du conseil d'administration. 14.4, nomination au conseil des associés de Transgesco. Je propose. Et j'appuie. Donc, les articles de la rubrique 14 sont adoptés. Juste pour vous expliquer, le 14.1, c'est des politiques de contrôle financier, donc dans un contexte de bonne gouvernance. Les 2 millibus, c'est très exceptionnel que la STM fasse ça, mais donc on a un protocole pour ce faire. Et les comités du conseil, la STM s'est dotée de 8 comités du conseil composés de membres du conseil d'administration et d'experts externes à la société au niveau des ressources humaines, du maintien des actifs, de la vérification de la société. Et les membres du conseil président et siègent sur ces comités-là pour assurer une meilleure gouvernance. Avec l'adoption des articles de la rubrique 14, ceci met fin à l'Assemblée régulière du conseil d'administration du mercredi 6 février 2013. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je remercie les 2 nouveaux administrateurs, administratrices pour leur premier conseil d'administration de la STM.